Bonjour à tous, donc c'est Patrice Ferlet et je vais vous présenter aujourd'hui une méthode pour travailler avec le langage Open Shading Language, qui est un langage open source qui est utilisé par exemple sur le moteur de rendu Blenderman. Renderman. Blender implémente ce langage maintenant avec le moteur de rendu Cycles. Donc vous avez la documentation ici, je vous conseille de la lire. On va de toute façon s'y référer d'ici quelques instants quand je vais vous expliquer comment ça marche. Je vous conseille aussi d'aller récupérer la documentation du langage qui est un PDF qui se trouve sur le site de OpenShading. Donc vous allez avoir toutes les références nécessaires pour pouvoir développer avec le langage OSL. Et enfin, je vous conseille de regarder aussi le didacticiel ici qui est sur le site Blender Diplôme, qui explique comment faire avec l'éditeur de nœuds, donc le node editor de Blender, de l'absorption de lumière dans un volume qui se base sur la loi Beer-Lambert. Notamment, c'est cette notation qui va nous intéresser, celle-ci. Donc on va se baser seulement sur la variable E, alors pas la variable mais la constante E qui est l'exponentielle, donc l'exponentielle de la longueur du rayon multipliée par un coefficient. Alors, si vous suivez ce didacticiel, vous allez vous rendre compte qu'il faut mettre une série de nœuds en relation, il faut les lier entre eux. Alors le didacticiel est véritablement très intéressant, vous allez apprendre énormément de choses sur l'absorption de lumière. Nous on va plutôt le faire en OSL dans Blender. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de supprimer le cube et la lampe qui se trouve par défaut. On va ajouter Suzanne, hein, le singe qu'on connaît très bien sur Blender. Donc on va la placer correctement. Vous faites Shift A, vous ajoutez un plan, on va l'agrandir un petit peu, on va faire le mur derrière, hop. On fait de l'extrusion de cette manière, voilà, vous ajoutez un modificateur sous division de surface, Smooth. Ça me paraît pas mal. On élargit un petit peu notre plan. On va faire pareil maintenant sur le singe. Donc sous-division de surface, de sous-division. Voilà. Il nous reste maintenant une dernière chose à faire. Comme on va utiliser le moteur de rendu Cycles, c'est d'ajouter un plan qui va nous servir de source de lumière. Hop. Je vais l'orienter, l'agrandir un petit peu. On passe maintenant sur le moteur Cycles et vous allez dans la vue Compositing. Alors, première chose à faire, on va assigner à notre plan un matériau de type émission. Donc vous pouvez directement modifier le nœud en cours en passant dans le panneau de matériau. Donc on va mettre émission et je pense que 5 ça peut être pas mal. Et là vous mettez en vue rendue. Donc c'est 5, c'est on peut passer à 6, 7. Voilà. Vous pouvez avoir pas mal de lumière pour qu'on se rende compte de notre travail. Donc voilà. Maintenant on sélectionne le singe, on lui ajoute un matériel. Donc on va créer un nouveau. Alors par défaut on a un shader de type diffus. Donc vous voyez, vous prenez la lumière, vous pouvez la modifier très simplement. Nous on va créer notre propre nœud grâce au langage OSL. Alors pour créer ce type de nœud, on va partager notre vue en deux, utiliser l'éditeur de texte qui se trouve ici, créer un nouveau texte, vous l'appelez node absorption.osl. N'oubliez pas de mettre l'extension .osl, tout simplement parce qu'on va cliquer là-dessus, là, et ça va permettre d'avoir la coloration syntaxique du langage OSL dans l'éditeur de texte. Et puis mettez aussi, faites afficher le numéro des lignes, parce que si vous avez un bug, ça va être dans la console que ça va apparaître.
et vous aurez le numéro de la ligne où il y a l'erreur. Donc ça permet de débugger plus facilement notre shader. Et une dernière chose à faire pour avoir la possibilité d'utiliser notre shader en OSL dans notre scène, il faut cliquer ici dans le panneau de rendu sur le checkbox qui s'appelle Open Shading Language. Il faut l'activer, sinon rien ne va marcher. Très bien. Alors, petite chose, sauvegardez toujours votre fichier. Alors, je vais appeler plutôt absorption fr. Sauvegardez-le parce que de temps en temps il y a des crashs, Blender peut planter lors de la compilation du script OSL, donc franchement c'est un peu énervant de perdre son travail en plein milieu, donc n'hésitez pas à faire CTRL-S de temps en temps. Et maintenant nous allons coder notre premier shader. Alors pour développer un shader, c'est exactement comme en C, C++, etc. Vous allez devoir développer une sorte de fonction. Sauf que au lieu de taper function, vous allez taper shader. Alors vous voyez, la coloration syntaxique fonctionne. On va lui donner un nom, donc my absorption. Et exactement comme une fonction en C et en C++, vous avez des paramètres, des arguments de fonction à mettre ici entre parenthèses, et entre accolades, vous allez mettre le corps de votre fonction. La seule différence qu'il y a avec le C, C++, c'est qu'au lieu de retourner quelque chose, puisqu'on va pouvoir mettre plusieurs sorties dans notre shader, il va falloir mettre les sorties aussi dans les paramètres. On va travailler de cette manière. Alors on va faire d'abord un exemple très simple. Je vais créer un simple shader qui va prendre une couleur en entrée et qui va donner cette couleur en sortie. Donc on va faire... On donne le type c'est color. On va l'appeler color in. Et il faut lui donner une valeur par défaut. Donc on va taper color. On va les mettre à 0,5, 0,5, 0,5, ça sera un gris. Voilà. Et donc il nous faut une sortie. Donc on va faire une couleur de sortie. Pour que ce soit une sortie, vous savez juste à mettre le mot-clé output, le type color et le nom color out. Et pareil, vous mettez une valeur par défaut, on va mettre du noir par défaut. Voilà. Et pour assigner la sortie color out à color in, il suffit de dire que color out est égal à color in. Alors c'est relativement simple, donc vous voyez je sauve mon fichier de cette manière, et maintenant on va supprimer le shader diffuse qui ne nous sert à rien, et on va mettre le nôtre. Donc il suffit de faire Shift A, prendre script, et comme pour l'instant nous n'avons pas sauvé le fichier à l'extérieur, vous cliquez sur internal, cliquez ici, vous avez le fichier OSL qui apparaît. Quand vous cliquez, si vous n'avez aucune entrée et aucune sortie, ça veut dire qu'il y a un bug dans ce qu'on a tapé. Alors, pour se rendre compte du problème, alors je l'ai vu tout de suite le bug là, je vais quand même vous montrer à l'intérieur de la console ce qui se passe. On voit qu'à la ligne 3, j'ai une erreur de syntaxe. Et effectivement, à la ligne 3, on voit que là j'ai oublié de mettre une virgule pour séparer les entrées. Donc je la rajoute, vous rafraîchissez et cette fois-ci ça fonctionne. Alors vous voyez, j'ai bien la color in et color out, et en fait pour l'instant tout ce que fait mon shader c'est prendre la couleur d'entrée et la mettre dans la sortie. Vous voyez que le point là il est jaune. Jaune c'est tout simplement parce que c'est une couleur et non pas une closure. On va parler des closures juste après. Alors pour l'instant, pour assigner notre couleur d'entrée à notre sortie de matériel, on va utiliser un shader intermédiaire. On va prendre par exemple le transparente, qui est pas mal, qui permet de se rendre compte facilement de certaines choses. Vous voyez qu'il demande une couleur en entrée. La couleur du point est jaune, donc les deux types sont compatibles. Et enfin, là, le closure qui est vert, on va le mettre sur la surface. Et donc automatiquement, la transparence interagit avec la couleur que je vais donner. Bon, c'est un shader qui fait pas grand chose, mais ça vous permet de comprendre facilement et de vérifier si OSL fonctionne sur votre système. Maintenant, on va appliquer le principe d'absorption. Alors, je vais vous rappeler dans les commentaires ici ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut que notre coefficient d'absorption, l'absorption, c'est égal à l'exponentielle de moins, je vais quand même vous remontrer la page, c'est moins ELC.
Donc moins un facteur fois la longueur du rayon. Donc on va mettre relength fois l'incidence. C'est l'incidence de notre objet. Alors cette incidence, on la récupérera facilement via les paramètres récupérables depuis Blender dans OSL. Pour l'instant, ça sera, on va mettre n pour la normale. C'est juste un rappel, hein. L'exponentielle c'est ceci. Donc pour pouvoir calculer notre absorption est une valeur flottante, non à virgule, donc on va taper float absorb égale, on va lui donner une valeur de 1 par défaut. Et maintenant on peut faire notre calcul. Donc l'absorption, alors si vous faites CTRL espace, vous avez autocomplétion dans l'éditeur de texte, on va dire que c'est donc l'exponentielle de moins, hop, donc la valeur ici c'est la valeur qu'on va mettre, donc ça sera un facteur fois relength. Alors il y a deux choses à modifier dans notre exemple. Tout d'abord le facteur je ne l'ai pas, et je n'ai pas non plus la longueur du rayon, relength, il va falloir les récupérer. Facteur c'est une variable qui est directement liée au type de matière que vous allez vouloir simuler. Donc en fait c'est une entrée qu'on va pouvoir mettre nous dans notre shader, donc on va le mettre en entrée, float fac égale 1.0, donc voilà, on a une valeur d'entrée qui est un facteur. Par contre le relength, la longueur du rayon, ça c'est le moteur de rendu qui va nous le donner. Pour avoir le relength, vous allez aller voir la documentation de Blender et vous allez voir qu'on a beaucoup d'attributs qu'on peut récupérer depuis Blender, notamment ici, la distance du rayon, donc le relength. La chaîne à utiliser, à récupérer, c'est path2.relength et on le récupère grâce à la fonction getAttribute. GetAttribute, dans la documentation, je vais vous montrer comment elle fonctionne. On va aller chercher ici getAttribute, page 71, et en fait, donc il y a plusieurs prototypes de fonctions, mais celle qui nous intéresse, c'est la chaîne de l'attribut qu'on veut récupérer, donc ça sera path_relength, et la sortie, c'est une variable typée. Donc, récupérons ce rayon, float relength, on lui donne une valeur de 0 par défaut, et on va dire maintenant get attribute, donc une chaîne c'est avec des doubles côtes, sinon c'est un caractère, pass relength, virgule, et on l'assigne à la variable relength. Point virgule, j'ai oublié un point virgule ici aussi. Cette fois-ci, on a bel et bien la longueur du rayon qui va s'assigner dans cette variable. Ok, donc maintenant on a notre coefficient d'absorption. Il suffit maintenant de l'assigner à notre couleur. Et pour ce faire, on va se baser exactement sur ce qu'a utilisé l'auteur de ce didacticiel, c'est de mixer deux couleurs. Une qui va être la couleur de sortie, donc c'est la couleur la plus claire, et puis une couleur plus foncée pour l'absorption. Donc on va se paramétrer une deuxième couleur en entrée, qui sera color out. Alors pas color out, on va changer les noms des variables, je préfère. On va dire que c'est la inside color, et là c'est le outside color. Outside color. On va donner la même valeur. On va juste enlever cette partie-là. Et pour pouvoir mixer nos deux couleurs, on va utiliser justement ce facteur d'absorption. Alors, mixer des couleurs, encore une fois, vous pouvez aller voir la documentation de OSL. Il y a une fonction qui s'appelle mix. Mix est ici, et en fait on lui donne un type 1, un type 2 et un alpha. Donc en gros c'est une couleur et une valeur flottante. On va prendre ce prototype là. Donc voilà, c'est très simple. Donc on va prendre une couleur de sortie qui sera donc le mix de inside color, virgule, outside color, virgule, absorb. Voilà.
Et ça sera notre couleur de sortie. Donc on va mettre color out égale. Ok, j'enregistre parce que je sais que ça va planter à tous les coups. Donc vous déconnectez, vous rafraîchissez le shader. Ah, j'ai une erreur, on regarde rapidement où elle est. Syntaxe erreur à ligne 22, évidemment, oublié de point virgule. Voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, nous avons deux couleurs en entrée plus un facteur. Donc ce sont ces variables-là. Et une couleur de sortie, qui est la variable color out. On va l'assigner ici. On va changer la couleur d'entrée, couleur de sortie. Et en fait, pour l'instant, rien ne se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que la longueur du rayon doit être calculée que si nous sommes à l'intérieur du volume. Donc pour ce faire, on va utiliser une fonction qui n'est pas documentée, mais qui est pourtant connue de ceux qui utilisent OSL depuis un petit moment. C'est la fonction backfacing. Backfacing retourne -1 si nous sommes sur la surface et 1 si nous sommes à l'intérieur du volume car nous sommes derrière une face. Il suffit de rafraîchir. Ah pardon, j'ai pas mis la surface. Ah. Ok, donc maintenant ça va fonctionner. Je vais juste vous remontrer ce que ça fait si on enlève le backfacing. Voilà. On rafraîchit. Sans le backfacing, la couleur est vraiment toute verte. Et si je remets backfacing, cette fois-ci, on voit bien notre couleur rosée sur le bord. Et comme vous pouvez le constater, quand le volume est assez épais ici, on est sur le inside color, donc la couleur verte. Et lorsqu'on commence à sortir des zones moins denses, plus denses, pardon, alors on passe sur la couleur rosée. Et enfin, quand vous utilisez le facteur ici, si on passe par exemple à 2, vous voyez maintenant que le vert est beaucoup plus réparti dans la forme. Vous pouvez monter plus haut, et plus vous montez, et plus en fait vous absorbez de la lumière dans le volume qui se trouve sur votre scène. Très bien. Et bien maintenant, on peut utiliser cette couleur, par exemple avec le shader qui est le shader glace. Alors le shader glace, c'est pour faire du vert. Et là, vous voyez que cette fois-ci, on a quelque chose d'assez réaliste, d'assez sympathique. Vous pouvez même maintenant travailler sur vos couleurs. On va faire quelque chose de cet ordre-là. Et on va baisser un petit peu le facteur pour vous penser. Ah, là, ça va être un crash. Alors, ça arrive de temps en temps, vous inquiétez pas. Voilà, on relance, on réouvre, on recommence. Le shader, c'est glace. Voilà, on repasse ici sur la vue rendue. Et enfin, alors je disais, une couleur assez claire, en entrée plus foncée. Et comme vous pouvez le constater, ici, c'est assez clair. Et ici, c'est beaucoup plus foncé. On va baisser le facteur pour que ça soit encore plus visible. On va mettre beaucoup plus foncé. Oh là là, deuxième crash, décidément, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Hop. Un peu de courage. Glace, j'enregistre. On va changer le Your vers on y est et on va lui mettre un facteur de 1. Une couleur foncée ici. Bon, bah décidément ça crache tout le temps. Ça c'est parce que je suis en train de faire l'enregistrement de la vidéo en même temps que je vous parle. Voilà. Donc voilà, là ça fonctionne plutôt pas mal. Alors ce qui va peut-être vous gêner aujourd'hui, c'est de voir qu'on est obligé d'utiliser un shader qui est ici, un shader de transition qui prend la couleur en entrée pour choisir du vert et le faire entrer dans la surface. On peut aussi avoir un petit point vert ici, là, à la place d'un point jaune, c'est-à-dire ne pas avoir une couleur de sortie, mais directement une closure. Alors une closure, c'est tout simplement non plus une valeur toute simple, une valeur constante comme une couleur, mais c'est une valeur qui va être modifiée selon la surface de l'objet. Donc lorsque vous allez retourner ce type de valeur, elle va être modifiée au fur et à mesure que la lumière impacte votre objet. Donc pour ce faire, on va supprimer notre shader glace, on va
modifier notre shader ici. Et au lieu de sortir une couleur, on va sortir une closure. Et cette fois-ci, il va falloir non plus assigner une couleur, mais une closure. Le problème, c'est que Mix retourne une couleur simple. Donc il va falloir utiliser quelque chose qui transforme, ou du moins qui manipule notre couleur pour devenir une closure. Et dans ce type de valeur se trouve justement dans la spécification du langage, vous allez pouvoir retrouver par exemple des shaders qui existent ici. Donc bon, là ce sera les couleurs, etc. Que je vous retrouve, c'est dans Closures. Voilà, les closures sont toujours assignées de cette manière-là. Donc on peut multiplier une couleur avec une closure, on peut multiplier un flottant avec une closure, on peut additionner des closures entre elles, etc. L'idée principale ici étant d'utiliser, vu qu'on veut faire du vert, on va utiliser de la réfraction. Donc je vais dans l'index, tout en bas, on va prendre réfraction. Réfraction est ici. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend la normale, N, on va en parler tout de suite, et un flottant qui est le IOR qu'on utilise pour donner l'indice de réfraction. Donc N, c'est une globale qui se trouve à la page 40 ici, et c'est en fait la normale de la face en cours. Donc ces variables-là, P majuscule, I majuscule, N, etc., vous ne pouvez pas les assigner vous-même, c'est une globale qui est read-only, on ne peut que la lire. Ok, donc comment on utilise en Blender? Bah, c'est assez simple en fait, hein. On va ajouter donc justement un paramètre IOR, float IOR égale, on va la mettre à 1 par défaut, et nous on va multiplier la couleur par la closure de réfraction. Réfraction. Il lui faut la normale de la face en cours, on va pas modifier la normale, virgule, et on lui donne le paramètre IOR. J'enregistre, je vais rafraîchir le shader, j'ai encore fait une bêtise. Elle est où? Ligne 13, ligne 13. Ah oui, excusez-moi, la sortie c'est une closure, donc on ne peut pas assigner une couleur simple. Il y a une closure assez simple que j'utilise souvent, c'est hold out, qui est en fait qui représente une closure qui ne représente rien. C'est un genre de void pour ceux qui font du C. Ok, donc maintenant on peut rafraîchir et ça va fonctionner. Donc nous avons un paramètre IOR, le facteur de réfraction, d'absorption, que je vais remettre à 1 pour l'instant, nos deux couleurs d'entrée, et cette fois-ci vous voyez que le color out, ici, est représenté par un point vert, donc c'est une closure. Quand je le connecte à la surface, je me rends compte maintenant, en changeant le paramètre IOR, qu'effectivement, notre matériel, là, notre matériel, fait de la réfraction de lumière à l'intérieur. Je vais juste lui mettre une couleur un petit peu plus bleutée. Voilà, décidément. Alors, on recommence. Voilà, j'avais dit ça. Voilà. Donc on va passer le IOR à 1.3. On va foncer le centre. Et ben je pense que c'est parce que je fais un rendu en même temps. Donc on va juste reparamétrer les couleurs avant de faire un rendu. Voilà, et là ça doit être bon maintenant. Ok, donc ici on voit que c'est beaucoup plus clair qu'ici. L'absorption se fait correctement. Très bien, bah maintenant vous pouvez simplement rajouter, faire un mix shader par exemple. Un mix shader. Donc on va mixer ça avec de la réflexion. On aurait très bien pu le faire dans notre shader ici, hein, donc on va faire comme ça. Je vais ajouter un glossy ici. Et le facteur d'incidence entre les deux shaders, ça peut être une entrée Fresnel qui va donner quelque chose d'assez sympathique, assez réaliste. Le facteur de Fresnel, on va le mettre à 1.1. 1.1, c'est un petit peu léger, mais bon, c'est pas... Allez, 1.2, c'est très bien. 1.3, comme notre IOR ici. Ok. Et là, vous voyez que bah, notre petit singe, là, est pas mal du tout.
Donc je vais juste faire un petit rendu, on va le passer à 25% pour que ça aille plus vite, et je vais lui donner un sampling plus haut. Dans le render, on va mettre 200 samples. Voilà, j'enregistre juste pour vous montrer, je fais un petit rendu. Hop, pardon, c'était celle-ci. Et en fait, on se rend compte que c'est pas mal du tout. Notre indice de réfraction est pas mal. La réflexion Fresnel se fait bel et bien sur notre surface. Et on a une absorption beaucoup plus importante au centre que sur les oreilles du singe ici. On peut évidemment encore travailler sur le facteur de réfraction. Alors, on va mettre 3 ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le couper lui, parce que sinon on va encore avoir un problème. Je vais juste baisser un petit peu. Voilà, de cette manière. Et si je fais F12, voilà. C'est pas mal du tout. Ok, donc vous avez remarqué donc, que ce langage est un langage vraiment intéressant, vraiment sympathique. Il faut savoir que compiler un shader OSL fera un rendu plus rapide que si vous utilisez une chaîne de nœuds dans le Node Editor. N'hésitez pas à lire la documentation qui est donnée par openshading.com et lisez bien la documentation qui est donnée sur blender.org. Vous allez avoir énormément d'informations à l'intérieur. Il y a aussi pas mal de forums où des gens se partagent justement des shaders faits en OSL. Et si vous en avez, n'hésitez pas à les partager justement sur ces forums. Je pense que c'est fini pour cette vidéo, donc je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir.